Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 214e numéro du Synthé Night Club. Alors, pour commencer, je voudrais présenter mes excuses à tout le peuple vert. Samedi soir, je fêtais l'anniversaire de mon beau-frère et je n'ai donc pas pu voir le match. Et comme chaque supporter de France, je ne suis pas superstitieux, sauf quand il s'agit de mon club et je crains fort que ce ne soit ma faute si on n'a pas gagné à Grenoble. Ou alors c'est la faute de Miladinovic peut-être. Bon, ça c'est un débat pour l'émission, on verra tout à l'heure. En tout cas, même s'il n'y a pas la victoire, on continue la série d'invincibilité, on assure un nouveau clean sheet, quand on n'arrive pas à gagner le match, il faut pas le perdre, bref, vous avez écouté la chronique de Joss Randall, vous connaissez tout ça. On prend un point à l'extérieur, comptablement c'est pas si grave, c'est plutôt le contenu qui risque de nous poser question tout au long de cette émission, notamment le contenu de la deuxième période. Alors pour évoquer ce nul, la course à la montée et parler du prochain match contre Annecy, j'ai avec moi ce soir Antoine. Bonsoir Antoine. Salut Keun, salut tout le monde, comment allez-vous? Bah écoute, moi ça va, et toi comment ça va? Écoute, ça va. Après 5 victoires de suite, j'aurais aimé pouvoir débriefer avec vous une sixième. Malheureusement, on se contentera de ce 0-0. Il y a pas mal de choses à dire, mine de rien, malgré le fait que ça soit un 0-0. On continue d'avancer. La Ligue 1 peut-être se rapproche tout doucement. On verra, on va essayer d'évoquer tout ça. On a 3 orteils en Ligue 1, comme je le disais tout à l'heure. Effectivement, ça continue d'avancer. Avec nous également Valentin. Bonsoir Val. Bonsoir Keun, bonsoir tout le monde. Écoutez, je pensais avoir brisé la malédiction il y a un mois, mais je chasse le naturel et il revient au galop. Me revoilà pour débriefer une non-victoire des Verts. Mais bon, cette fois ça va parce que le club va plutôt bien, donc très heureux d'être avec vous ce soir. C'était contre qui que tu avais débriefé ton dernier match? Montpellier, le début de l'ère Montagnier. Ok, bon, bah écoute, on va gentiment te congédier, hein, je crois. Et puis pour lire vos commentaires dans le chat sur YouTube et Twitch, Quentin est avec nous. Bonsoir Quentin. Bonsoir Keun, bonsoir Antoine, bonsoir Valentin. Hâte de débriefer ce match, cette rencontre. Un petit œil sur Annecy 3 pour vous tenir au courant de l'avancée des résultats. Tout à fait. T'as trouvé le petit jingle multiplex du coup ou pas? Je l'ai. Oh là là. Bon, On est prêt. Dans le micro, la qualité est pas dingue, mais voilà, ouais, on a un œil sur Annecy 3, vous inquiétez pas. Donc s'il y a un but, que ce soit de notre concurrent direct ou de notre adversaire de la semaine prochaine, eh bien vous le saurez. Avant qu'on commence l'émission, quand même, j'aimerais avoir une pensée pour les supportrices stéphanoises qui ont été victimes de fouilles abusives à Grenoble. C'est malheureusement pas la première fois que ça arrive. On se souvient entre autres du déplacement à Monaco l'an passé. Et j'en profite du coup pour saluer le travail de l'association Her Game 2, avec mon accent anglais incroyable, qui milite pour l'inclusion dans les stades. Et d'ailleurs aussi, on peut saluer la prise de position publique du club, en espérant que ça débouche sur quelque chose de concret, et pas sur rien du tout, comme ça s'était passé à Monaco l'année dernière. Allez, on y va, c'est parti, débrief. Synthé Night Club, le débrief. Alors messieurs, on va commencer tout doucement. Je vais vous demander un petit mot pour décrire ce match nul 0-0 des Verts à Grenoble. Valentin, qu'est-ce qui te vient en tête pour commencer? Alors, au risque de surprendre un peu tout le monde, je vais dire rassurant. Non pas rassurant dans le contenu, mais rassurant déjà dans le fait que cette équipe sait ne pas perdre. Elle ne le savait pas il y a encore quelques semaines. Rassurant parce qu'elle fait preuve d'une imposante solidité, ça va de soi, en encaissant de nouveau pas de but. Et rassurant aussi surtout parce que ça prouve qu'elle est encore largement perfectible. Donc ça va permettre d'une certaine manière d'apaiser, on va dire, l'emballement collectif et individuel et continuer à mettre le verre de chauffe pour aller chercher la montée. Tout à fait, c'est vrai que c'est chiant de se dire ça, à défaut de ne pas pouvoir gagner, il faut savoir ne pas perdre, mais ça a beau être un poncif, c'est un poncif qui a quand même un gros fond de vérité. Ouais, et du sens. Antoine, toi de ton côté, qu'est-ce qui te vient en tête après ce match?
Moi, je dirais prudence, mais dans les deux sens. C'est-à-dire prudence à ne pas dramatiser ce match nul, à ne pas trop s'inquiéter. On restait sur 5 victoires de suite, des victoires assez convaincantes, notamment le dernier match face au Red Star, qui est sûrement le meilleur match de l'ère Montagnier. Mais aussi prudence pour ne pas se reposer sur ses lauriers, sur justement ces 5 victoires de suite des Verts. Il y a une fin de championnat qui risque d'être plutôt périlleuse à venir. Il y a ce match face à Annecy ce week-end dont on va parler, des déplacements bourbiers à Nancy et Bastia où on sait que c'est jamais facile. Voilà, prudence, à la fois une prudence de ne pas dramatiser ses résultats et prudence, vite repartir de l'avant, ne pas penser qu'on est déjà en Ligue 1 parce que c'est loin d'être le cas. Ouais. Bah Montagnier justement à la fin du match il a dit j'ai dit à mes joueurs qu'on ne méritait pas de gagner et qu'il ne fallait pas avoir de regrets, on continue d'avancer. Est-ce que pour vous du coup c'est le moins bon match depuis l'arrivée de Philippe Montagnier? Ça fait 6 matchs qu'il est là et on a vu un peu un visage méconnaissable sur la deuxième mi-temps où la SSE est quand même passée assez proche de la correctionnelle. La fin de match, j'ai quand même essayé de rattraper un petit peu les moments forts. La fin de match, on a quand même plutôt bien serré les fesses. Est-ce que le match nul, finalement, c'est un peu un moindre mal, Valentin? Oui, oui, franchement, c'est un moindre mal puisque c'est effectivement le moins bon match de l'ère Montagnier. Moi, j'ai eu en fait sur l'ensemble de la rencontre comme un sentiment un peu de réminiscence du passage d'Ordeland. C'est-à-dire que c'était stérile, c'était inefficace, peu inspiré, dominant pour rien, imprécis. Donc c'est vrai un match sans, un nul logique, mais tu prends un point, c'est mieux que rien. Et quand tu as parlé de Montagnier, justement, sur Beansport à la fin du match, il était plutôt lucide sur la prestation. Il a dit, je le cite, on n'a pas eu cette justesse technique. On peut le dire en fin de match, mais en première mi-temps, on peut pas dire que c'est la fatigue. Donc, on va faire un mea culpa sur nos choix offensifs, nos dernières passes qui n'ont pas été justes. Donc, au moins, les têtes sont bien remplies. Et il y a rien d'inquiétant. Voilà, c'était qu'un mauvais match. Mais ça fait aussi partie d'une saison. C'est une équipe qui est dans une nouvelle dynamique depuis 2 mois avec ce nouvel entraîneur. Et puis, c'est au Stade des Alpes, c'est Grenoble, c'est pas non plus, c'est pas risible pour moi. Ouais. N'hésitez pas dans le chat à nous donner un peu votre avis global sur la rencontre. Toi, Antoine, aussi, tu considères que c'est un moindre mal parce que finalement, il y a la deuxième mi-temps qui a été assez cata, mais la première mi-temps, on peut aussi mener au score. Oui, oui, à ce début de match assez encourageant. On a deux, trois belles occasions où on peut assez rapidement faire la différence. Ces dernières semaines, ça avait plutôt tourné dans notre sens avec dans certains matchs des ouvertures du score assez précoces. Ça n'a pas été le cas ce week-end. On a senti une équipe qui marquait peut-être un petit peu le pas, physiquement, peut-être mentalement aussi, un petit peu émoussée d'avoir enchaîné tous ces bons résultats. On sait que des fois, après avoir enchaîné des résultats positifs, les équipes peuvent un petit peu se laisser aller d'une certaine manière. En seconde période, on avait un petit peu peur, surtout sans Gauthier Larsonneur qui, ces dernières semaines, avait réussi à retrouver un niveau plus rassurant, enchaîner les performances. Il n'était pas là ce week-end. Finalement, Brice Maubleu, qui inquiétait pas mal de supporters, moi le premier, Oui. nous a surpris dans le bon sens du terme. C'est aussi très positif parce que Gauthier Larsonneur, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il va revenir. On a vu que Brice Maubleu était capable de tenir ce match-là. Je pense que ça va lui faire beaucoup de bien mentalement d'avoir fait une performance, surtout dans son club de toujours, d'avoir enchaîné les arrêts, notamment en fin de match, des arrêts qui nous font vraiment du bien. Voilà, il y a quand même des choses assez positives. On a réussi à tenir le score. On a notre gardien qui est rentré, qui était exposé, qui a fait les différences. Devant, c'était un peu plus ronronnant. Mais voilà, on va essayer de penser positif pour pouvoir aller de l'avant. Et Valentin, tu citais Philippe Montagnier à la fin du match qui parlait aussi qui remettait aussi un petit peu en question ses choix offensifs. C'est vrai que ça va être un sujet un petit peu du soir, mine de rien. Antoine, les changements de Montagnier, est-ce que tu les as compris? Parce que on a vu des choix assez étonnants avec un replacement de Zurico Davitashvili au milieu de terrain, Joshua Dufus qui est vraiment un numéro 9 qui a été installé sur un côté comme pouvait le faire en son temps Eric Horneland parfois. Il y a eu des changements. Alors, je vais pas forcément dire mauvais, mais assez étonnants. Est-ce que tu les critiques, toi, ces changements offensifs, notamment? Offensif, c'est des changements plutôt pour tempérer les fins de match. J'ai l'impression qu'il nous fait Philippe Montagnier. Des changements offensifs, malheureusement sur le bord du terrain, on n'avait pas beaucoup de joueurs à vocation offensive.
Dufus, c'était véritablement le seul joueur qui était capable d'apporter un plus. On peut le voir dans la liste des remplaçants qui s'affiche à l'écran. Donc ça m'a paru un peu surprenant. Je trouve qu'on a des joueurs sur le banc qui auraient pu nous apporter un peu plus de densité, notamment au milieu de terrain. On voit qu'il y a des joueurs comme Wefek qui fait souvent des très bonnes entrées en jeu, qui a ce caractère-là pour, quand il rentre à la 60e, amener beaucoup de volume dans ses courses. Euh, un petit peu surpris. On voit pas ce qui se passe à l'entraînement. On sait pas forcément tout le temps dans quel état physique arrivent certains joueurs, dans quel état mental arrivent certains joueurs. J'aurais pas fait ces choix-là. En l'occurrence, le 0-0 est tenu. Je pense qu'on aurait pu, avec un peu plus d'ambition, aller gratter avec un petit peu ce côté grosse équipe qui sait faire le dos rond et faire la différence en fin de match, aller gratter justement les 3 points de la victoire. Mais voilà, encore une fois, gardons la tête sur les épaules, contentons-nous de ce qui s'est produit à Grenoble avec ce match nul. Tu dis on voit pas ce qui se passe à l'entraînement. Je vous ai mis un petit diaporama photo de ce qui se passe à l'entraînement. Comme ça, si tu veux, Antoine, tu peux essayer de rattraper ton retard là-dessus. Quentin, dans le chat, qu'est-ce qui ressort un petit peu sur le côté global du match? Moi, globalement, un bon point de prix hein, pour beaucoup. Pour Sylvain, par exemple, sur YouTube, pardon. Que toujours Sylvain, hein, pour lui, Grenoble a joué le match de l'année. La plupart des joueurs a fini avec des crampes. Donc, souvent, hein, les autres clubs, tous les clubs, quand c'est la SSE, c'est le match de la saison. Donc, ils en mettent plus. Pour Olek, sur YouTube, il a trouvé que le milieu s'était fait bouger. Ouais. Difficulté au milieu de terrain. Après sur Twitch, Leïla qui a prouvé que l'animation offensive était le souci et El Cato toujours sur Twitch, qui trouve que lui, la SSE a beaucoup plus de mal face aux équipes plus athlétiques que Saint-Étienne, hein. Il a pris l'exemple de Grenoble, Le Mans, Guingamp et pour finir, Diffurax, lui, rencontre compliquée. Grenoble a mis les ingrédients pour mettre, la SSE en difficulté et en plus Saint-Étienne n'a pas réussi à contrer, comme il fallait. Ça, c'est un truc intéressant, mine de rien, que tu relèves dans le chat. Le fait que Grenoble fasse le match de sa saison, on le sait, hein, les équipes de Ligue 2 vont attendre le match de Saint-Étienne de pied ferme. Vous expliquez cette prestation en demi-teinte plutôt par une grosse performance grenobloise ou par une performance timide de Saint-Étienne? Moi, c'est un peu des deux, hein, j'ai envie de dire. Je dirais pas totalement solide grenobloise parce que en vérité, sur les 20-25 premières minutes, on a eu aussi l'occasion d'ouvrir le score. Donc voilà, il y a aussi cette part de timidité, mais c'est surtout qu'en fait, on a eu une équipe qui n'a pas été pourvoyeuse de cadeaux, comme avait pu l'être Guingamp, comme avait pu l'être le Red Star, et comme vous l'avez dit, en fait, qui coche le match face à l'SSE comme celui de sa saison. Mais ça, est-ce que c'est une surprise? Non, c'est toutes les équipes qui cochent cette rencontre-là. Donc en fait, c'était un peu de tout, un peu de Grenoble, mais quant à la qualité stéphanoise, c'est le problème, il est surtout stéphanois, et on a évoqué aussi les problèmes tactiques de Montagnier, ou du moins l'absence de coaching payant de Montagnier. Donc voilà, il y a des matchs où c'est comme ça. C'est un peu un mélange de tout. Et Il faut aussi regarder les derniers matchs de Grenoble, hein. Grenoble, sur les 5 derniers matchs, c'est 4-0-0. Et oui, Voilà, c'est c'est une solide. équipe qui est coutumière du fait, qui a pas de mal enfin, qui sait tenir un match, sait tenir le point qu'on lui donne au coup d'envoi de la rencontre. C'est pas une équipe spectaculaire. On en a eu la preuve samedi soir. Oui. Voilà. Et ouais, moi il y a un truc qui m'apparaît assez clairement quand même. J'ai beaucoup insisté sur le fait qu'on a eu deux mi-temps très différentes samedi. Montagnier, quand il est arrivé à Saint-Étienne, je me souviens dès le premier match, il a dit bon, on a fait 40 très bonnes 40 très bonnes minutes et puis après plus grand chose, faut qu'on arrive à jouer plus. Et puis le deuxième match, il a dit bon, on a joué bien pendant une heure, mais faut qu'on arrive à être plus sur le long terme. Puis 70 minutes, etc., etc. Et là, si je prends un peu des stats concrètes, je vous en affiche sur le live, ça nous donne une première mi-temps quand même très dominée avec 62% de possession de balle, 2 tirs cadrés, mais pas de différence faite au score. Et puis après, changement complet de visage en deuxième mi-temps avec 2 tirs, 0 cadré, 0,06 expected goals, donc quand même extrêmement faible. Comment ça se fait que Saint-Étienne, un peu comme à l'ère Horneland,
a du mal à jouer pendant 90 minutes, à maintenir le même niveau d'intensité? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est tactique? T'en penses quoi, Antoine? Bah, il y a peut-être des joueurs qui peuvent marquer un peu le coup. On voit le Cardinal qui a dû laisser sa place pour une petite fatigue en fin de match. Moi, j'ai trouvé un joueur comme Kanté assez fatigué sur la deuxième partie de rencontre. On sentait qu'il avait un petit peu plus de mal à répéter les courses. Mm. Je pense que voilà, ils ont beaucoup donné ces dernières semaines pour renverser la vapeur, pour repasser dans cette partie de tableau qui nous qualifie pour la Ligue 1. Et voilà, et ces joueurs sont juste peut-être un petit peu essoufflés sur ce match-là. Mm. C'était pas facile, ils savaient qu'ils allaient être attendus au tournant face à une équipe qui sait bien défendre, qui prend très peu de buts, qui était prête à devenir l'équipe qui fait tomber la SS. Ça fait 5 matchs que voilà, il y a beaucoup d'équipes qui se voyaient à chaque fois dire qu'ils allaient stopper cette série de victoires. C'est Grenoble qui l'a fait dans un contexte particulier, avec voilà, une ambiance un petit peu chaude dans les tribunes, des joueurs qui voulaient prouver qu'ils étaient capables de répondre dans l'adversité face à une équipe du haut de tableau. Enfin, il y a un peu de tout ça. Je pense que voilà, on a senti que cette équipe, elle n'était pas capable ce week-end-là de faire un match dense sur 90 minutes, ce qui avait plutôt été le cas face au Red Star. C'était vraiment un match complet face à Pau aussi, même s'il y avait eu au cœur de la seconde période un peu plus de difficultés, mais les changements avaient fait beaucoup de bien. Là, l'équipe, elle a baissé en rythme en seconde période. Les changements n'ont pas réussi à apporter ce nouveau souffle pour pouvoir un peu enflammer la fin de match. Voilà, maintenant une bonne semaine de récupération, se projeter sur le match d'Annecy avec des corps et des esprits, des têtes un peu fraîches, arrêter aussi de vouloir des fois poursuivre absolument cette série de victoires. Mm. Ça peut être un petit peu aussi bon que mauvais des fois ces séries dans certains clubs. Oui, ça peut enlever de la On repart pression là quand même, le fait comme que ce ça, il y soit a un petit terminé. 0-0, on a évité le pire, on peut repartir de l'avant et définitivement se lancer dans le sprint final. Ouais. Valentin, ouais, tu rejoins Antoine sur cette idée que ça fait du bien presque que la série soit terminée. Oui, en quelque sorte. C'est vrai que ça peut souvent être une épée de Damoclès et brider énormément la qualité de jeu. Mais oui, il a tout résumé. Et puis, faut pas oublier que c'est une équipe qui, depuis que Montagny a trouvé la recette, notamment du 4-2-3-1, qui enchaîne tous les matchs. Il y a très peu de rotation. Alors, ok, il y a des changements beaucoup plus précoces que sous l'ère Horneland. Mais c'est voilà, le 11 titulaire est plutôt stable. Et forcément, on arrive aussi à un moment crucial de la saison, donc les organismes commencent un petit peu à fatiguer. Mm. Et il y a de moins en moins de profondeur de banc, parce qu'il y a eu la petite blessure de Tardieu, la blessure d'El Jamali. Donc, il y a certains postes, certains joueurs qui sont immuables, et forcément, dans des matchs un peu couperés, un peu complexes, et bah, tu le payes un peu plus. Et surtout que, petit détail, alors peut-être anecdotique, mais si je dis pas de bêtises, c'était le seul match, excepté contre Montpellier, où la SSE, déjà, n'a pas marqué, et n'a pas marqué en première mi-temps. Déjà, en fait, à chaque fois, Ok. on marquait en première mi-temps, et on se facilitait, entre guillemets, la suite des rencontres. Donc Mm. voilà, peut-être qu'aussi ça joue un petit peu. Le fait de pas avoir vraiment le pied sur la rencontre, Ouais. peut-être que ça a trotté un petit peu dans les esprits et dans les corps. Et puis comme tu le disais, ouais, il y a des blessures. Alors c'est un peu le cas pour tous les clubs à ce moment-là de la saison, donc on va pas se cacher derrière ça, mais Bernauer, Jaber, El Jamali, Oui, voilà, Lambda, je ne citais que deux, effectivement, mais il y en a plein. Larsonneur, enfin ouais, c'est vrai que là, on manque un peu de force vive. Quentin, déjà, tout va bien, Annecy 3? Coup franc pour Annecy, donc à voir si c'est cadré ou pas, ou s'il y a but. Au pire, je m'interromprai dans la relecture du chat, si besoin. Très bien. Tu es notre Jean Baumel à nous. Et justement, dans le chat, j'ai vu que ça commençait un petit peu à débriefer sur les individualités. Avant qu'on fasse nos tops et nos flops, est-ce qu'il y en a que tu as envie de nous lire? Ouais, Tony sur YouTube a trouvé Miladinovic et Cardona un peu limite sur le match. Miladinovic revient aussi. Pour certains, bah, ça va être compliqué en Ligue 1 pour lui. Heu, Sylvain toujours a trouvé que Stassin a eu du mal sur le match et il aurait bien aimé voir Dufus en pointe sur les 20 dernières minutes Mhm. plutôt que sur le côté. Après, ça parle de Mahmoud Jaber, hein, qui, pour beaucoup, son absence fait mal, hein, Hmm. et on est tous d'accord là-dessus. Avec Oleg qui aussi parle d'un changement de système, pourquoi pas après la trêve avec le retour des blessures, hein, donc en déf centrale, et cetera, avec un 3-5-2 potentiel. Bon alors, si on se concentre un petit peu sur les tops et les flops, mon cher Valentin, sans développer pour l'instant, est-ce que tu peux me donner ton top et ton flop de la rencontre? Alors, en top, on commençait par le positif, Maubleu. Ouais. Bon, on va avoir le temps de
de revenir dessus, d'ouvrir un long dossier sur lui, mais il a été décisif. Donc, c'est ce qu'on attend d'un gardien, tout simplement. Ouais. Le Cardinal, moi je vais un petit peu étayer, mais pour l'ensemble de son œuvre, en fait, si la SSE n'a pris que 2 buts depuis 1 mois et demi, c'est parce que ça concorde très clairement avec son arrivée. Vaillant, solide, rassurant, impliqué derrière comme devant. Il fait très peu d'erreurs. Bref, c'est un joueur que j'ai déjà adopté, qui montre ses qualités match après match. Et s'il est déjà capitaine, c'est pas pour rien. Et concernant les flops, j'ai envie d'évoquer qu'un joueur. Est-ce qu'on a le temps de développer ou alors là c'est vraiment synthétique? Non, là, synthétique, je reviendrai vers toi juste après. Ok, Vas-y, Cardona. J'ai envie de balance-lui à la skipper gueule. Ok, Cardo. Ça fait chier, mais ok. Cardona. Du coup, je vais être synthétique, mais il y a pas vraiment d'amélioration et j'ai le sentiment que ce n'est pas sa saison. Ouais. Voilà, synthétique. Antoine, toi, top et flop. Ah, il m'a un peu piqué mes deux tops, mais je vais plutôt rester sur le Cardinal. J'ai déjà parlé de Maublu un petit peu plus tôt dans l'émission. Vraiment, c'est un joueur qui a quelque peu bouleversé la saison de la SS. Le problème défensif était criant ces dernières semaines. Sans Chico Lamba, sans Maxence Bernauer, on se demandait bien comment on allait faire pour constituer ne serait-ce qu'une défense. Et en fait, il a réussi déjà, lui, à stabiliser l'arrière-garde via son expérience. Il a bonifié Michael Nadé, qui du coup peut vraiment avoir un repère à côté de lui. Donc ça, c'est pour mon top. Et le flop, je vais pointer du doigt le Miladinovic, hein. Ouais. Malheureusement, les semaines s'enchaînent et les performances se ressemblent. C'est un joueur qui, certes, a peut-être beaucoup de ballons, a une belle vision du jeu, mais qui est clairement pas, qui a clairement pas pour l'instant le physique pour un championnat difficile comme la Ligue 2. Que je trouve un petit peu inconstant, notamment plus dans ses interventions défensives. C'est régulièrement qu'il est à la limite du jaune orangé. Hmm. Il a déjà pris un carton rouge Ah, cette c'est un année petit contre nerveux, Annecy. hein. Et ouais, des fois, il arrive un petit peu, je sais pas si c'est une question d'envie ou juste de non-gestion de son énergie, mais il peut être dangereux. Et plus d'une fois, cette année, on aurait pu prendre des cartons un peu plus orangés que ça à cause de lui. En plus de ça, offensivement, dans la production du jeu, il apporte pas assez, surtout quand c'est un match compliqué. Ouais. Bah tiens, je vais vous inverser vos flops. Est-ce que tu peux étayer sur Miladinovic, Valentin? Est-ce que tu rejoins Antoine? Est-ce que tu as trouvé du positif dans son match quand même? Euh, dans son match, pas tellement, mais juste c'est marrant parce qu'il me fait penser énormément à Benjamin Bouchouari, Ouais, que ce ouais, d'accord. soit dans le profil et aussi dans l'attitude avec ses petits cartons, voilà, ses petits excès de colère ou voilà tout ce qui s'y rapporte. Et non, ouais, compliqué, c'était déjà compliqué déjà face au Red Star. Il est un peu en train de devenir le Target 2.0 parce que il enchaîne les matchs. Et excepté contre Pau, je crois qu'il a été titularisé à chaque fois sur Montagnier. Ouais, c'est étonnant, hein, ça d'ailleurs, hein. C'est vrai que Montagny, il lui donne vraiment une confiance. Bah, après, il a un profil qui est plutôt atypique. C'est vrai qu'il a une relation avec le ballon que peu des joueurs du milieu de terrain ont. Donc c'est aussi ce qui fait qu'il est souvent titularisé là où des Kanté, là où des Mouefek vont avoir un profil un peu plus, on va dire, défensif, de sentinelle, ou box to box, peu importe. Voilà, Miladinovic, c'est un peu compliqué. Après, c'est aussi une passe, et forcément dans un match comme ça, péril, des joueurs comme ça ont du mal à s'exprimer. Mais est-ce que c'est si inquiétant? Je ne sais pas, parce qu'on parle d'un joueur qui quand même fait plutôt une bonne saison pour quelqu'un qui de base était plutôt mis sur le banc, qui voire même n'avait plus d'avenir à la SSE. Mais en tout cas, c'est un fait, il n'a pas été bon contre Grenoble. Peut-être que ça va lui porter préjudice pour sa présence face à Annecy. Mais oui, pas très bon match de Miladinovic. Ouais, et puis sa petite sortie en mode gna gna gna, je suis pas content de sortir, Ouais, un peu ça c'est le genre de truc moi qui capricieuse. m'agace. Capricieuse, ouais. Ouais. Bah allez, t'avais envie d'enchaîner sur Cardona, je vais te laisser la parole sur Cardona. Oui, Cardona, c'est toujours un crève-cœur hein, que de entre guillemets mal parler Mm. de Cardo, mais on avait eu bon espoir ici dans le Saint-Étienne Club après le match face à Montpellier. On avait parlé d'un comeback avec voilà fini le temps d'Orneland et les allers-retours sur le banc. Bienvenue Montagnier et son côté paternaliste, sa confiance redonnée. Mais Et ça a été c'est vrai qu'effet. qu'il joue, hein.
Il joue, oui, il joue. Ça, on peut pas. C'est pour ça qu'il est encore plus critiquable parce qu'autant sur Hollande, voilà, comme j'ai dit, il faisait des allers-retours et c'était compliqué d'avoir de la régularité. Et donc, je peux comprendre aussi que ça pesait mentalement. Mais là, il joue. Donc, en fait, force est de constater que cet élan de positivité n'a été qu'éphémère. Et en fait, surtout, il continue à avoir du mal à être décisif. Il est toujours aussi maladroit. Face à Grenoble, il a rarement fait les bons choix. Et je pense surtout à ce petit élan personnel à la 84e minute, là où Ouais. plutôt que de glisser la balle à Stassin dans la surface, Il tente quasiment point de la frappe pénalty. du gauche, là. La frappe du gauche un peu de manière désespérée. Voilà, en fait, je me dis heureusement que le 4-2-3-1 du coach lui profite, heureusement que les permutations devant ne se font qu'entre les trois autres et Dufus, heureusement que le Jamali est blessé parce que Cardo, cette saison, c'est tout sauf bon et ça devrait être tout sauf titulaire. Messieurs, Quentin, ouverture du score d'Annecy. Magnifique. but de qui? Je sais pas, c'est un but de la tête. Je connais pas les joueurs d'Annecy, hein. À part Pajot, Il y a la Jugie peut-être. La Jugie peut-être. c'est possible. Je vais regarder sur Flashcore en rapide. Moïse Saï. Hop, Dion, apparemment. Ok. Yes. Hop, Moïse Saï, Dion. Tiens, juste petite parenthèse, Annecy 3. Antoine, toi, t'es plutôt partant pour une victoire de Annecy et comme ça, 3 paires de l'avance, ou une victoire de 3 et comme ça, Annecy est encore un peu plus la tête dans le sac avant de nous affronter ce week-end. A envie d'être positif. On est dans la position du chasseur, pas du chassé. Donc il faut regarder devant nous, il faut regarder le haut de tableau et il faut viser haut, il faut viser grand sur cette fin de saison. Donc victoire d'Annecy s'il fallait choisir. Allez, et ben on leur souhaite alors. Ouais, Antoine, sur Cardona, tu nous as donné un petit peu ton avis, mais de manière plus générale, sur la saison, Valentin terminait en disant que finalement sa saison était décevante. Est-ce que tu le rejoins là-dessus? Est-ce que tu lui ferais refaire un petit tour sur le banc à la Horneland ou alors au contraire on continue de lui faire confiance parce que mine de rien il apporte quand même défensivement et c'est un joueur, on le sait, qui marche à la confiance. Ah, justement, c'est un petit peu ça que j'allais dire. Cardona, on sait que c'est un joueur qui marche à la confiance, qui a besoin de jouer pour être bon, qui a besoin de jouer pour être performant. Malheureusement, là, il enchaîne les matchs avec Horneland. Il a été titulaire tous les matchs sauf contre Montpellier où il entre en fin de rencontre. Et ses performances, elles restent assez moyennes dans l'ensemble. On sent qu'il y a de l'envie, mais la tête ne suit pas. En fait, j'ai l'impression que cette année, la tête ne suit pas vraiment chez Cardona. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas s'il y a peut-être quelque chose des fois de personnel où on sent il est pas dedans comme il a pu l'être, il est pas tranchant comme comme il a pu l'être. Sa relation avec les autres joueurs, c'est aussi un petit peu plus compliqué. Mais malheureusement, sur le banc, il n'y a pas tant de joueurs que ça qui peuvent venir prendre la place de Lucas Tassin. Maintenant que Bouaké est au milieu, maintenant que Jamali est blessé, voilà, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont vraiment ce profil de d'ailier capable d'adresser les centres, capable de rentrer. À moins d'un changement de système de Philippe Montagnier, je pense que ça va pas être le cas. Donc malheureusement, on va faire avec Lucas Tassin pendant encore quelques semaines, voire avec pardon, Irvine Cardona quelques semaines, voire jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Mais alors, je sais qu'on a tendance à le sous-estimer un petit peu. Alors, je n'ai pas d'enfant à titre personnel, mais je crois à savoir qu'il est jeune papa. Et quand je vois les jeunes parents qu'il y a autour de moi, en vrai, sur le côté tranchant, sur le côté j'ai la dalle, ça peut avoir un impact, hein, je pense. Sûrement, sûrement. Mm. Euh, on a parlé des flops. Mine de rien, tout le monde ne fait pas un match catastrophique quand même contre Grenoble. Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu vite fait sur le match de nos latéraux. J'ai vu dans le chat quelqu'un dire être vraiment de plus en plus impressionné par Kevin Pedro. On sait que Ben Holt, ses débuts à ce poste-là ont été compliqués avant de se stabiliser. Qu'est-ce que vous avez pensé, toi Valentin, du match de nos latéraux? Bah, je trouve que les deux prennent effectivement de plus en plus d'assurance. On parle voilà de joueurs qui de base ne jouent pas à ce poste-là. Donc aujourd'hui en mars de pouvoir leur faire confiance, c'est quand même plutôt ça relève plutôt de leur qualité. Euh, Ben Hall toujours aussi impliqué offensivement. Dommage qu'il ait quand même du mal à centrer. Il y a quelques actions où il devrait mieux faire, être beaucoup plus dangereux par la passe. Mais en tout cas, j'en avais déjà parlé il y a un mois, il commence à combler les failles défensives
logique vu que c'est un milieu, c'est un ailier de base. Ouais. Donc de plus en plus content de l'apport de Ben Holt et il va finir la saison, je pense, ici. Il y a pas tellement d'autres choix de toute manière. Ouais. Et concernant Pedro, il progresse. Alors des fois, je trouve qu'il manque un peu de tranchant, un peu de spontanéité. Peut-être aussi par manque de confiance. Il est jeune. Et parce que c'est pas son poste de base aussi, mine de rien. Et parce que c'est pas son poste de base. Et en contraste, par exemple, quand Apia est rentré face à Grenoble, on a vu un visage un peu différent. Apia était beaucoup plus impactant offensivement. Il a essayé d'aller beaucoup plus de l'avant. Donc c'est parfois, je trouve, ce qui manque à Kevin Pedro, pardon. Mais voilà, globalement, je suis très satisfait des deux et ils continuent de progresser et ils vont progresser. Bon, et Antoine, toi, je te lance sur le match de Boaké parce que on a perdu l'habitude de débriefer ses prestations à Boaké parce qu'elles sont toutes de très haut niveau, je me permets de le dire. Mais là encore, contre Grenoble, bah, il nous rend une copie quand même plutôt solide avec des bonnes passes, avec du bon repli, avec de l'organisation du jeu, avec du tranchant. Il lui manque l'efficacité comme pour ses partenaires, mais sinon, ça reste une belle copie, non? Ah, franchement, ce replacement depuis quelques matchs à ce poste-là, plus dans le cœur du jeu, Il est impressionnant, on dit ça. C'est la trouvaille de cette seconde partie de saison. Mhm. C'est vraiment celui qui dicte le tempo, hein. Il est le régulateur de l'équipe. Quand ça va un peu moins bien, il est capable de tenir le ballon. Quand ça va bien, il est capable d'accélérer le jeu. Il a vraiment une vision un petit peu au-dessus du commun. On l'avait vu à la passe à plusieurs reprises en début de saison. Il avait enchaîné beaucoup de passes décisives. Il en a fait 2 face à Pau. Il a marqué face à Laval. Et voilà, c'est vraiment le régulateur de cette équipe-là. Quand il est avec Tardieu, je trouve quand il est associé avec Tardieu, c'est encore plus intéressant parce que les deux, ils se comprennent vraiment bien dans Ouais. la gestion d'un match, dans la gestion des temps forts et des temps faibles d'un match. C'est vraiment, et surtout, il a une caisse assez impressionnante parce que il me semble qu'il fait encore un sauvetage en toute fin de match où il nous donne un petit peu d'air. Il enchaîne les grandes performances. J'aurais vraiment pas imaginé pouvoir voir ce visage-là de Boaké. On a vu que c'était un joueur avec beaucoup de qualité. C'était un joueur un petit peu au-dessus, techniquement, qui avait des qualités que peu de joueurs dans l'effectif avaient. Mais là, le voir à ce point-là s'adapter à ce nouveau poste-là et en faire bénéficier l'équipe globale, c'est vraiment une sacrée réussite de la part de Montagnier. J'irais même plus loin, je pense que c'est son homme. Boaki, c'est l'homme de Montagnier. Bah là, je vous ai affiché les stats, mais pour l'instant, sous Philippe Montagnier, il y a quelques joueurs qui ont joué le maximum de minutes, et Boaké en fait partie. Voilà, c'est ça, 540. Ouais. Rien d'étonnant. Bon, allez, il est temps d'ouvrir le dossier La Belle Histoire. Après Étienne Green, La Belle Histoire, on a Brice Maubleu, La Belle Histoire. Alors, c'est pas tout à fait le même type d'histoire, parce qu'il y en a un qui débute, il y en a un qui finit, on va dire. Mais Brice Maubleu, voilà, on en a parlé un petit peu au début de l'émission, on était tous inquiets. On se souvient des performances de Brice Maubleu en Coupe de France qui n'ont pas toutes été rassurantes. Même si ça a l'air d'être un mec super, on est obligé de le reconnaître. Là, c'est le premier match qu'il fait avec les Verts en championnat. Et puis finalement, il a fait un très beau match. Alors, pas le match le plus compliqué de sa carrière non plus, mais il a fait les arrêts qu'il faut. 3 gros arrêts, un en première mi-temps, un en seconde et un en 1v1 contre Diaby au retour des vestiaires. Vous êtes satisfait de la prestation de Brice Maubleu? Carrément. Vas-y, si tu veux, Antoine, si tu veux te lancer. Très 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 brièvement, c'est vraiment la prestation qu'on n'attendait pas. Comme tu l'as dit que en introduction, les rares apparitions qu'il avait eu à faire avaient été un petit peu compliquées. Le match contre Marseille en Coupe de France, où on prend une tornade, c'était compliqué. Après les autres matchs contre Quetigny ou contre Écoutey, on avait moins eu besoin de le voir à l'œuvre. Mais la force est de constater qu'il a surdossé ce rôle de remplaçant à la perfection, en espérant que ça soit pas comme Étienne Green, juste un éclair d'un soir pour que ça devienne plus compliqué et qu'il prenne des rouges un match sur 2 après. Il est très rassurant, on sent qu'il a vraiment une sacrée expérience. On sent qu'il est vraiment intégré dans ce groupe aussi. On a pu voir une certaine cohésion autour de lui à la fin du match. Voilà, il a fait son match. Tout le monde était vraiment heureux que, malgré l'absence de l'Arseneur, qui est le patron de cette cage stéphanoise depuis plusieurs années, et ben son remplaçant, il est capable d'être là. Et dans une dynamique de groupe, avoir un gardien remplaçant, on a pu le voir avec Jesse Moulin par le passé, hein, quand Moulin était appelé pour remplacer Ruffier et que ça se passait bien. Bien. Vraiment,
une équipe qui était content pour lui parce que c'est lui qui prend les frappes des attaquants quand le gardien titulaire rentre au vestiaire. C'est souvent un mec qui parle beaucoup dans les vestiaires. Ouais, c'est un gars important, qui le est numéro 2, ouais. d'écouter les autres et vraiment je pense que ça va jouer positivement pour Beaubleu pour les prochains matchs qu'il risque de jouer, mais aussi pour l'équipe qui va maintenant avoir confiance en lui et voilà, c'est une espèce d'émulsion créée. C'est ça. On en profite pour saluer Jesse qui a fait quelques émissions avec nous et qui est un mec super et effectivement qui a été un numéro 2 incroyable pour Saint-Etienne. Et on en profite pour saluer Nathalie Delorme qui nous a dit au début de l'émission qu'elle était à Annecy pour le match de Saint-Étienne et qui est donc notre correspondante sur place et qui nous dit que 3 est dominé par Annecy, donc ça fait plaisir à lire. Qu'elle n'hésite pas à aller mettre un deuxième but. Oui, voilà, si tu veux rentrer sur la pelouse et nous faire une petite main de Dieu, c'est avec plaisir. Brice Maubleu, rassurant. On l'a vite fait évoquer, mais il y a la prestation globale qui est pas hyper rassurante, mais il n'empêche que si on dézoome un peu, c'est le 3e clean sheet consécutif, le 4e en 6 matchs sous Montagnier. Oui, c'est pas une 6e victoire d'affilée, mais c'est un 6e match sans perdre. Au final, la couleur globale, après tout le débrief qu'on a fait, Valentin, est-ce que pour toi, on peut pas dire que la finalité est quand même très positive? Bah, oui, on l'a dit, on a sorti ce poncif de multiples reprises, mais quand on ne sait pas gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre. Et pour le coup, c'était le bémol d'Orneland, de pas apprendre à fermer boutique et donc de laisser parfois s'envoler quelques points au fil de la saison. Là, c'est un point qui nous permet de garder la 2e place à minima jusqu'à fin mars et une légère avance sur le Mans et encore plus importante sur nos autres concurrents. Donc, il y a vraiment rien de risible. Chaque point est précieux et surtout, ouais, la dynamique est intacte et toujours aussi belle. Et comme l'a dit le coach en fin de match, je suis prêt à signer des 2 pieds et des 2 mains si tous les 6 matchs on fait 5 victoires et un nul. C'est clair. Voilà. Dernière question sur ce match, Antoine. Il y a quand même un cas qui questionne. Alors je sais que c'est un cas qui divise énormément. Je pense que tout le monde aime le bonhomme, mais tout le monde n'aime pas le joueur, je le sais. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui l'aiment moins. Emen Mouefek, qui n'est pas rentré alors que Miladinovic a pas été incroyable face au Red Star et il a pas été aligné à sa place contre Grenoble. Il est pas rentré sur ce match, si je dis pas de bêtises. Non. Je vérifie parce que ouais voilà parce que comme j'ai pas vu le match en direct, si ça se trouve j'ai raté un truc. Est-ce que tu penses qu'il y a un problème de compatibilité Mouefek-Montagnier? Pour résumer. Pendant de longs mois, voire de longues années, j'étais un grand défenseur de Mouefek. J'étais vraiment dans les premiers à. Enfin, j'ai toujours voulu le voir titulaire avec la SS. Mais plus les semaines ont passé, plus j'ai l'impression que Mouefek, c'est le joueur idéal pour entrer sur une dernière demi-heure de jeu. Malheureusement, son corps l'abandonne trop souvent. Je pense qu'il n'est pas capable d'enchaîner les matchs 60-70 minutes par match, même Ouais, s'il mais sort là son en corps fin de match. il va bien. Mais la preuve, c'est qu'il est rentré contre Guingamp, contre Laval, Pau. Le Red Star, il est rentré les trois fins de match. On a su tenir des résultats, on a su creuser l'écart sur des fins de match. Et j'ai un peu l'impression qu'avec l'équipe qu'on a actuellement, c'est-à-dire ce trio, on va dire Kanté, Tardieu et Boaké, et ben Mouefek, son meilleur rôle, c'est d'entrer au bout d'une demi-heure de jeu, à une demi-heure de la fin, d'amener du volume, de faire des courses vers l'avant, de se battre défensivement pour aller gratter des ballons, de faire un petit peu ce chien fou, ce style un peu chien fou qu'il peut avoir au milieu de terrain. Et ben il est peut-être plus utile en entrant sur les fins de rencontre plutôt qu'en étant titulaire avec une équipe qui est tout sauf parfaite, qui a besoin de joueurs qui ont tendance, qui sont meilleurs pour calmer le jeu, enfin, organiser le jeu comme les Boaké par exemple, ou comme les Tardieu. Et ouais, c'est une fatalité, c'est un peu avec fatalité que je dis ça, mais Mouefek nous fait, j'ai l'impression, plus de bien sur des entrées en jeu en fin de match, sur des demi-heures de jeu avec beaucoup d'impact. Parce que c'est un joueur qui amène vraiment de l'impact, mais qui peut se perdre sur un match avec des sautes de concentration, avec aussi des investissements différés. Là, quand il rentre une demi-heure, il donne tout pendant une demi-heure, et ça nous fait beaucoup de bien, je trouve. Mais justement, Valentin, là, il est pas rentré sur la dernière demi-heure. T'aurais aimé le voir, toi, justement dans ce style de match?
Oui, carrément, parce que lui qui a, et comme Antoine l'a très bien dit, hein, lui qui a justement tendance à batailler, à redynamiser l'équipe par l'effort, au regard de comment elle était amorphe et légère sur les 30 dernières minutes face à Grenoble, il aurait clairement fallu le faire entrer. Donc on a évoqué les failles de Montagnier, les failles tactiques de Montagnier sur ce match, et le fait qu'on est largement la figure de proue. Donc après, voilà, on sait, voilà, comme vous l'avez dit, le fait qu'il a des soucis physiques. Donc, parfois, on peut se poser la question de s'il n'est pas entré, c'est parce qu'il était encore peut-être léger à ce niveau-là. Mais c'est clair que sur ce genre de match, ça fait un peu tâche et c'est dommage de pas le voir. Mais comme l'a dit Antoine, je pense que, et on s'en rend compte maintenant depuis quelques saisons, c'est un joueur qui nous fait du bien sur une deuxième mi-temps quand ça commence à être un peu plus le calme plat pour voilà pour remettre un peu le pied à l'étrier et essayer d'aller donner un second souffle à une équipe quoi. J'en profite pour qu'on ait aussi une pensée pour Soumaoro, recruté au mercato d'hiver. Voilà, fin de la phrase. Quentin, sur le cas Emen Mouefek, étant donné que je sais que c'est un sujet qui divise, qu'en pense notre ami le chat? Alors, pour information, Joss nous dit sur Twitch qu'apparemment il a fait des entraînements isolés dans la semaine, Aymen Mouefek. Ok. Donc, peut-être pour ça qu'il n'est pas rentré, peut-être pas au top Voilà. physiquement. Après, globalement, Jimmy sur YouTube trouve que le jeu de Mouefek ne correspond pas au style de Montagnier. Il continue en disant c'est un peu un dynamiteur, une pile électrique, un chien fou, contrairement à la façon de jouer de Montagnier, hein, de ce qu'on peut voir depuis maintenant 6 matchs. El Niño, toujours sur YouTube, pense qu'en Angleterre, Mouefek explose par rapport, je pense, à son style de jeu. Mm. Et ça revient que le fait qu'au milieu, on ait été en difficulté, le faire rentrer aurait été, pour beaucoup aussi une bonne chose, étant donné qu'il apporte énormément physiquement, et cetera dans le jeu. Et François est d'accord, hein, avec, nos chroniqueurs comme quoi, il a pas encore, les capacités pour faire, un match complet physiquement, mais entrer à la 60e, et à la place de Miladinovic, par exemple, ce week-end, aurait été, peut-être cohérent. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, à moins que vous n'ayez quelque chose à rajouter, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du débrief du match. On va s'intéresser un petit peu à la course à la montée en Ligue 1, puisque, mine de rien, on est deuxième, donc on est placé correctement pour une montée directe. Il y a deux wagons qui ont l'air de se dessiner un petit peu là sur cette dernière partie de saison. Un premier wagon avec les trois premiers, 3 Saint-Etienne et Le Mans qui se tiennent en 4 points provisoirement en attendant le résultat définitif de ce soir. Et puis un deuxième wagon qui va du Red Star à Pau et qui se tiennent en 6 points. Est-ce que vous pensez que là, ça y est, a priori, ces deux wagons vont se détacher et la bataille à 3 va se dessiner pour le top 2 de fin de saison? T'en penses quoi, Val? Oui, carrément. Carrément. Mais moi, j'ai envie d'exprimer mes inquiétudes parce que Inquiète-toi, on va mettre. inquiète-toi. Oh, allez, je vais m'inquiéter. On va mettre de côté le facteur chance, le facteur arbitrage favorable. 3, malgré le début d'année 2026, pardon, ça tient. On aura une confrontation directe, mais peut-être que celle-ci ne suffira pas. Alors voilà, ils sont en train de perdre, donc je touche du bois. Mais il faut s'intéresser à ce qui se passe derrière. Reims a calé, les Red Stars légèrement. On voit Rodez qui s'immisce discrètement. Je pense que cette latitude, elle peut nous permettre d'éviter un premier barrage. Mais là où le bas blesse et là où je suis inquiet, et qu'il y a une équipe qui commence sérieusement à m'inquiéter pour la montée directe, c'est Le Mans. Et Dieu sait à quel point elle ne m'a pas impressionné, mais force est de constater que ça marche. Et surtout, c'est l'équipe qui a dans le trio de tête le calendrier le plus favorable. C'est vrai. J'ai noté, ils vont jouer Amiens, Pau, Boulogne, Clermont, Grenoble, Reims, Bastia. Alors des équipes à l'avenir sans enjeu, potentiellement des équipes au sort déjà scellé, et ça peut leur être très 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 favorable. Alors que nous, on va avoir des confrontations assez sulfureuses. 3, déjà Annecy ce week-end. 3, Dunkerque aussi. Voilà, ça me fait un On, petit peu peur au regard de la dynamique on a de Le Rodez Mans. aussi. Et Rodez, effectivement, en fin de Ouais. saison. Voilà. Ouais, Antoine, est-ce que tu partages l'inquiétude de Valentin? Puis,
un peu moins inquiet que Valentin. J'ai regardé une bonne partie du match de Nancy-Le Mans ce vendredi soir. Ils encaissent quand même rapidement un but. Nancy a un trou d'air de 20 minutes où ils prennent 3 buts d'un coup. Et c'était loin d'être si rayonnant que ça, Le Mans. Et surtout, outre ces deux petites victoires de suite qui leur permet, grâce notamment aux contre-performances des autres équipes, de se rapprocher un petit peu du haut de tableau. C'est quand même match nul contre le Red Star, match nul contre Guingamp, défaite contre Montpellier, match nul contre Le Mans. Il fallait trouver après, il fallait remonter au mois de fin janvier pour retrouver une victoire en championnat sur la pelouse de Troyes. Bon, elle me fait pas vraiment peur cette équipe. J'ai l'impression que c'est une équipe très irrégulière, qui sait pas trop où elle va. Enfin, dans le jeu de ce qu'on a pu voir cette saison, c'est quand même très très moyen. Ça m'étonnerait pas du tout que cette équipe puisse enchaîner à nouveau des résultats un peu plus difficiles. J'espère avoir raison. Vraiment, j'espère être dans le vrai. Mais au regard de ce qu'elle a pu proposer sur les fois où je l'ai vu jouer cette saison, je trouve que c'est pas du tout un club, enfin une équipe qui est capable d'aller nous chercher sur cette fin de saison. Ça veut pas dire qu'ils le feront pas, ça veut pas dire que la SS va maintenir ce même niveau-là de performance. Comme l'a dit Valentin, ils ont peut-être le calendrier le plus facile sur le papier. Après, vu la densité du classement de Ligue 2, du Oui. championnat de Ligue 2, vu les surprises chaque week-end sur toutes les pelouses, qu'importe le résultat, qu'importe le classement, qu'importe l'enjeu des rencontres, je pense que ça, on peut limite le mettre de côté. Et voilà, je les vois quand même un petit peu avoir voilà, cet enchaînement Clermont-Grenoble-Reims peut leur faire un petit peu de mal. Ouais, je les imagine pas venir nous déranger à condition qu'on garde un rythme assez solide. Je pense pas que Le Mans nous revienne dessus. Nous le souhaite. Ouais. Et là, sur les 7 matchs qui nous restent, pour vous, ça y est, le top 3 est à peu près assuré quand même? Parce Moi, qu'on je pense parlait que du fait que Le Mans puisse nous rattraper, mais ça se jouera sur les deux prochains week-ends. ouais. Déjà, c'est quand même un bel aperçu. On peut déjà pas mal visualiser ce qui va se passer en fin de saison, mais les deux prochains week-ends seront assez décisifs parce que comme j'ai dit, au-delà de la troisième place, c'est beaucoup d'équipes qui sont, pardonnez-moi du terme, mais qui s'entretuent, qui peuvent perdre des plumes assez facilement. Et là, t'as les trois il y a un wagon là, les trois. Mais Le Mans, effectivement, Le Mans n'est pas impressionnant, mais ça a au moins le mérite d'être efficace. Donc, il faut quand même surveiller cette petite équipe de la Sarthe. Justement, le week-end prochain, là, il y a 2 matchs qui vont être, mine de rien, assez intéressants à suivre d'un point de vue résultat. Il y a Guingamp-Reims et Troyes-Dunkerque, notamment. Vous voyez quoi sur ces confrontations Guingamp-Reims, Troyes-Dunkerque? T'imagines quoi, Antoine? Voilà, tu me prends de court. Guingamp-Reims. Guingamp, c'est une équipe qui est loin d'être si facile à manœuvrer quand elle joue à domicile. Reims, ça a été un peu tout connu ces dernières semaines. Je crois qu'ils avaient fait 4 ou 5 matchs nuls et une défaite de suite. Là, ils sont vraiment au fond du trou. C'est un peu le match de la dernière chance pour eux s'ils veulent absolument pouvoir venir, pourquoi pas essayer de gratter sur la SS en cas de mauvais résultat. J'imagine bien un bon petit match nul des familles qui nous arrangerait bien. Et pour ce qui est de Dunkerque 3, ça ressemble aussi un petit peu à un match nul de l'équipe de Dunkerque, qui est une des meilleures équipes à domicile, qui a régulièrement enchaîné des bonnes performances, qui a accroché Reims justement, avec un but à la dernière minute de Reims, il me Ouais. semble, la semaine dernière. Voilà, deux petits matchs nuls qui arrangent tout le monde. Et on voit que Troyes est encore mené sur la pelouse d'Annecy. C'est pas évident cette fin de saison pour Troyes. Ils commencent à marquer le pas. Je pense que physiquement, ça doit tirer un petit peu. Ils ont toujours la réussite du champion, mine de rien, assez régulièrement. Ils ont des éléments dans des matchs. Le match face à Clermont aussi, où le but inscrit en fin de match, il est assez contestable. Il y a beaucoup de choses qui tournent dans leur faveur. Il y a eu le match face à Pau où ils perdent, finalement ils reviennent en fin de match avec une fin de match un peu dingue. Voilà, je vois pas 3 s'incliner à Dunkerque, par contre je les vois potentiellement se faire accrocher. Eh ben écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer à parler de nous, notre rencontre, parce qu'on parle de Guingamp-Reims, on parle de Troyes-Dunkerque, mais qu'est-ce qui va intéresser les Stéphanois et les Stéphanoises? Évidemment, au-delà du résultat des municipales, d'ailleurs pensez à aller voter, c'est important, c'est le Saint-Étienne-Annecy qui se profile la semaine prochaine. Annecy qui est donc une équipe qui est plutôt en forme en ce moment, et je ne dis pas ça que au vu du résultat qui est en train de se dessiner pour ce soir. Ils ont quand même perdu face au Mans 3-0, et avant ça, Le Mans, avant Le Mans, ils étaient sur une série de 7 matchs sans défaite, 5 victoires de défaite, dont... Attends.
Attends, parce que là, je lis mon petit texte. Il y a un truc qui marche pas dans la phrase. Avant Le Mans, série de 7 matchs sans défaite, 5 victoires, 2 défaites. 5 victoires de nul. Je pense. Ouais, C'est mieux. ouais, oh là là, la prise de notes. Et non, et puis surtout, Annecy, je crois qu'on a tous et toutes en tête la petite humiliation légère et très agréable qu'on a vécue au match aller où ils avaient gagné 4-0. Vous pensez qu'on va l'avoir, ce sentiment de revanche à domicile, Valentin, ce week-end? Parce qu'on sait que l'équipe a un petit peu évolué, on sait que le coach n'est plus le même. Est-ce que c'est 2 saisons qui sont presque différentes, 2 moments de la saison qui font presque des saisons différentes, ou est-ce que le match aller sera encore un petit peu dans les têtes? Oui, alors oui, c'est effectivement un nouveau monde depuis le match aller, mais il y a toujours un minimum d'ego à avoir, comme tu l'as dit. Et la dernière fois qu'on a exprimé qu'on a parlé d'un sentiment de revanche, c'était face à Guingamp. On avait parlé de C'est vrai. la célébration match aller, et au retour, il y a eu un peu un retour de bâton. Donc je pense que les joueurs n'oublient pas les matchs, Mm. n'oublient pas les matchs. Donc je pense que d'un point de vue mental, il y aura une volonté de prendre sa revanche. Et surtout, en fait, au-delà de cet aspect-là, c'est une possibilité de faire un sérieux pas vers la montée. Autant le nul à Grenoble n'était pas préjudiciable, voire même il était important. Autant là, la question de la victoire ne se débat pas, pardon, surtout que tu es à domicile. Voilà, tu es en train de créer belle petite forteresse. Donc voilà, il faut victoire impérative. Après, Annecy, c'est avec Saint-Étienne l'équipe, on va dire, de la deuxième partie de saison, hein. Moi, Mm. plutôt honnête, c'est devenu une équipe que j'ai envie de dire presque incontournable du championnat. Ça joue, ça arrive à performer face aux gros, 3 peut-être ce soir, mais sinon Red Star, Dunkerque. Donc d'une certaine manière, c'est pas vraiment le moment pour les affronter. Et même si au regard de leur et d'ailleurs, enfin non, je pense qu'au regard de leur calendrier, ils joueront pas les playoffs. Ça fait partie de ces équipes embêtantes, mais en tout cas, il y a une revanche à prendre, il y a des points à aller chercher, on va gagner. C'est vrai que t'évoquais le match contre Guingamp. C'est vrai que je me souviens du inside où on voyait l'Arseneur effectivement bien rappeler aux autres joueurs le match aller. Antoine, toi aussi, tu partages mon avis, c'est le pire souvenir de la saison, le match contre Annecy. Allez. Ouais, on s'est pas vu joli à ce moment-là, hein, franchement. Ah, On putain. se disait, qu'est-ce qui va nous attendre? Il y a tout qui tourne dans notre défaveur. C'était vraiment dans un moment où on jouait pas du tout bien. Orneland était plus que jamais pointé du doigt pour ses choix, enfin pour ses non-choix, parce que il y avait pas beaucoup de choix. Il y avait eu cette défaite face au Mans juste avant. Ouais, c'était pas évident du tout. Il y a eu cette petite éclaircie avec la victoire face à Pau juste après. Et, on est rapidement retombé dans nos travers en Red Star, mais ouais, non, c'est clairement le plus mauvais souvenir de la saison, en espérant que ça soit le plus mauvais souvenir de la saison Hmm. le soir de la 34e journée. Tout à fait. Et en plus, là, donc, c'est le retour à Geoffroy-Guichard où on est invaincu sur les 3 derniers matchs. C'est quand même un contexte assez parfait pour retrouver la victoire et continuer de mettre la pression sur 3, surtout si 3 perd ce soir. Je vois Olex dans le chat, désolé, je te vole ton taf, Quentin, qui parle de la fermeture du COP Sud. Montagnier, en conférence de presse, il est resté assez évasif sur cette question-là. Pour vous, c'est un petit malus, un gros malus? T'en penses quoi, Antoine? C'est évidemment un gros malus pour la SS qui a l'habitude surtout qui a réussi à retourner les résultats en sa faveur ces dernières semaines grâce à des victoires à domicile. Après, j'ai tendance à croire que les joueurs sont capables, quand même, malgré l'absence du COP Sud, de pouvoir repartir de l'avant. J'essaie de me dire que ça va pas trop jouer sur les résultats des 2 matchs à venir. Je le dis pour me rassurer sur plus qu'autre chose. Euh, Allez, Évidemment, voir un chaudron sans un COP, c'est dégueulasse. Les décisions de la LFP nous dégoûtent semaine après semaine, année après année, mois après mois, tout ce que vous voulez. Tant que ce système-là ne tombera pas, rien ne va évoluer malheureusement. Mais heureusement que les Ultras continuent de leur côté, eux, à se battre pour faire valoir leurs droits. Et en espérant qu'un jour ou l'autre, ils obtiendront raison. alors, on précise que quand Antoine dit heureusement que les Ultras continuent à se battre, on ne parle pas de ce qui s'est passé en avant-match face à Grenoble.
Voilà. Faut bien nuancer. Faut bien Euh, nuancer. Non, mais ouais, c'est vrai. Je sais pas si t'as écouté la conf de presse, Valentin, mais du coup, la réponse de Montagnier, pour toi, elle est un peu politique pour se mettre personne à dos. Oui, toujours un peu de semblant de communication. Après, bon, j'ai envie de dire que les supporters à Saint-Étienne prennent quand même beaucoup de place, donc ce serait toujours un peu mieux si effectivement la direction et les coachs et les joueurs se rangeaient derrière eux. Mais comme l'a si bien dit Antoine, on a quand même la chance d'avoir un autre très beau COP. Et donc, même si d'avoir un COP en moins, c'est embêtant, il y aura quand même une très belle ambiance. Le stade sera plein à toute proportion gardée, donc. Mais oui, la LFP, on est habitué maintenant. Ce qui est un peu embêtant aussi, c'est le fait que ce soit à ce moment-là de la saison. Ouais. Ça veut dire que le COP Sud reviendra à Geoffroy Guichard qu'à 2 matchs de la fin. Donc, il y a jamais de moment, mais en l'occurrence, celui-ci est un peu plus préjudiciable. Mais c'est pas grave, on va quand même avoir une belle ambiance samedi et les joueurs donneront tout. Bon alors, la compo pour samedi. Je vous affiche un petit peu le 11 type sous l'ère Montagnier. C'est un match capital, on l'a dit, contre Annecy. Il faut gagner à domicile. Le Cardinal est sorti alors qu'il avait tout joué jusque-là. Il a eu une gêne. On a l'Arseneur qui ne sera pas de retour, hein. Tardieu qui a priori ne sera pas de retour non plus. On se rapproche d'un retour de Bernauer et Lamba, mais ça semble un petit peu compliqué encore pour ce week-end. Bref, qu'est-ce que vous imaginez un petit peu comme composition et pourquoi, Antoine? Et ben, sur ce qui est de la défense, on va rester sur cette configuration-là en espérant que le Cardinal, ce soit juste une petite fatigue musculaire, rien de plus. Alors, si Euh, je me permets de te couper, si jamais le Cardinal est pas dispo, Si jamais le Cardinal n'est pas dispo, eh ben, je pense qu'on peut déclarer forfait tout de suite. Non. Euh, si jamais le Cardinal n'est pas dispo, faudra mine de trouver rien, à nouveau un nouveau capitaine. à moins que Aboubaka Soumaoro retrouve le chemin de Geoffroy Guichard, ce qui peut être une belle surprise. Non, non, mais quand on regarde, typiquement, quand on regarde les solutions sur le banc, à part remettre Pedro dans l'axe, qui est son poste initial, et décaler Apia à Ouais, droite, refaire jouer Apia, ça serait sûrement la seule solution crédible à mes yeux. ouais. Apia, qui voilà, un joueur d'expérience, certes, qui est pas le Apia qui était présent quand on remonte en Ligue 1, mais qui est un joueur qui peut dépanner sur une rencontre. Mais voilà, on va quand même essayer de se dire que ça sera le Cardinal et Nadé Ok. en défense avec Pedro et Hall sur les côtés. Au milieu de terrain, Kanté et Boaké sont devenus vraiment des joueurs indiscutables. Il y a plus de débat là-dessus. Miladinovic, il faudrait qu'il fasse un petit tour sur le banc. Pourquoi pas avoir un petit peu du jeune Gadegbekou qui avait montré des belles performances en début de saison. Ça peut être le moment pour lui de se distinguer un petit peu sur cette fin de saison. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, contrairement à ce qu'on pouvait attendre en début d'année, quand on l'a vu lancer très rapidement par Hollande. Et devant, bah, je change rien. Je garde cette configuration-là en donnant par contre peut-être un peu plus de temps de jeu à Dufus. J'aimerais bien voir Dufus plus tôt dans la rencontre, surtout si un joueur comme Cardona nous fait un match un petit peu compliqué. Mm. Pourquoi pas le voir associé à Stassin, faire évoluer un petit peu le dispositif sur la seconde période. Pourquoi pas passer en 4-4-2 plus à plat avec Boaké, Davitashvili sur les côtés et Dufus et Stassin dans des positions plus axiales, l'un qui tourne autour de l'autre. Ça pourrait être une option qui me plaît sur une seconde période en fonction de comment ça évolue. Mais voilà, pas beaucoup de changements par rapport au 11 de Ok. départ. Les joueurs ont prouvé que c'était la plupart des titulaires indiscutables, je trouve, sur ces dernières rencontres. Je vois que Et Quentin a rallumé son égalisation de micro. l'Estac. Ouais. Égalisation de l'Estac. Aïe. Ouzenadji Ok. Bon. frappe sympatoche à l'extérieur de la surface quand même, hein. Ok. Et sympa le but. Bah écoutez, en début d'émission, on se disait que peut-être que le résultat idéal c'était un match nul. Donc on va on va se dire que pour l'instant c'est pas trop grave. On va espérer qu'ils en marquent pas un deuxième. Valentin, je me tourne vers toi. C'est vrai que Chico Lamba, je disais c'est peut-être un peu tôt. Montagnier avait décidé de pas le faire jouer en réserve il y a 2 semaines, mais là hier il a joué, donc Oui, il peut-être a joué. que il pourrait être de retour. Est-ce que en termes de composition pour ce week-end, tu vois quelque chose de similaire à Antoine avec une équipe type globalement gardée dans son intégralité?
Justement, j'allais évoquer le fait que Chico Lamba avait joué avec Hmm. la réserve. Donc, je me dis que si le Cardinal est juste, et Dieu sait à quel point il faut le préserver et ne pas précipiter son retour, je serais d'humeur à ce qu'il regagne l'Axe parce que Chico Lamba, alors oui, depuis 2026, c'est quasiment aucun match joué, mais il a toujours fait preuve de satisfaction dès lors qu'il était sur la pelouse. Donc, honnêtement, je le vois bien associé à Michael Nadé, parce que Pedro, il a pris l'habitude maintenant du couloir droit, et mine de rien, il n'a pas eu beaucoup l'habitude de jouer avec Michael Hmm. Nadé dans l'axe. Donc, pourquoi vouloir autant de changements? Et c'est là où j'en viens à parler de Apia, potentiellement à la place de Pedro, si Pedro était amené à regagner l'axe, parce que je trouve qu'Apia, comme j'ai dit, il a fait une bonne entrée face à Grenoble. Il a toujours ce bagage d'expérience et il a du vu parce qu'il n'a pas beaucoup joué cette saison, et c'est certainement pour ça qu'il est tranchant aussi dans ses entrées. Donc voilà, sur l'aspect défensif, on va avant tout espérer que le Cardinal soit Ouais. disponible, mais en tout cas, chez Colomba dans l'axe, ça ne me déplairait pas. Après, au milieu, c'est complexe parce on a évoqué le cas Miladinovic, mais sans Tardieu, il y a aucun joueur qui peut porter le ballon comme lui, si ce n'est peut-être un Gadegbekou et un Aymar. Mais est-ce qu'à ce moment-là de la saison, c'est judicieux? Je sais pas trop. C'est des mecs qui, pour l'instant, n'ont pas beaucoup joué sous Montagnier. Je sais pas trop. Et puis, Toi, globalement, à on a titre trop. personnel, si il faut faire souffler Kanté ou que Miladinovic doit souffler aussi, tu préfères voir en priorité Gadekbekou, Paul Aymar ou Mouefek? Alors, Gadegbekou Gadegbekou d'abord, parce que Ouais, comme j'ai dit, c'est un joueur un peu plus de ballon. Mais si c'est Mouefek, ça ira très bien. Mais Gadegbekou pour Miladinovic et Mouefek pour Kanté. ok. C'est- Ça correspondrait plus à leur profil. Mais globalement, en fait, on a trop peu de profondeur en l'état actuel de l'équipe pour changer quoi que ce Hmm. soit, et encore plus offensivement. Antoine a parlé de faire entrer Dufus beaucoup plus tôt, ce qui serait effectivement une bonne chose, mais l'entrée sur un côté, je trouve pas ça très Ouais. pertinent, que ce soit à gauche ou à droite, et on l'a vu contre Grenoble. Donc si pour moi il doit faire une entrée, c'est à la place de Stassin, mais Stassin est plutôt bon en ce moment. Donc vaut mieux rester comme on est actuellement, donner une chance supplémentaire à Cardona, et puis voilà, il a pas trop de latitude par rapport à ça, et je pense qu'il va repartir avec les mêmes. Alors, j'ai vu Quentin dans le chat qui vous demande vos pronostics. N'hésitez pas à les donner. Alors, Valentin, je reste avec toi. Tu imagines quoi pour ce Saint-Étienne-Annecy capitale? Je pense que le 0-0 à Grenoble va remettre un peu les idées en place. Et donc, je vois bien une victoire de Saint-Étienne 3-1 avec comme buteur Stassin. Euh, un petit doublé. Tiens, un petit doublé parce que voilà, il a retrouvé le goût et le sens du but à Geoffroy Guichard il y a 2 semaines. Et comme j'ai dit, il est plutôt performant depuis que Montagnier a repris les rênes de cette équipe. Et un petit but de Cardona, allez, pour se faire pardonner de ces dernières semaines, de cette saison, Ça et ferait hop, du bien, pour ouais. donner un coup de boost pour la fin de saison, justement. Antoine, tu dis quoi, toi, en pronostic? Je vois quand même un match compliqué, hein. Je vais pas faire l'ose au mauvais augure, hein. Je pronostique une victoire. Mais je ne vois pas garder notre cage inviolée cette fois. Je vois une victoire assez serrée sur le score de 2-1 avec une équipe de la SS qui tremble en fin de match, mais qui réussit à conserver son avance. Et les joueurs qui viennent dehors célébrer avec les supporters du COP Sud présents sur le parking de Geoffroy Guichard. Merci de leur soutien sans faille. Incroyable. Ok, très bien. Quentin, ton prono et puis les pronos du chat? Alors, mon prono, victoire 3-0 pour moi. Je voulais mettre aussi un doublé de Stassin, mais on va changer de buteur. On va en mettre un autre aussi. Donc, je le vois quand même marquer un but, Mouakier et Zorico, Ok. qui marquaient pas mal. Et là, il marque un petit peu moins quand même. Et là, le début des pronos, Francky sur YouTube voit une victoire 3-1 avec but de Stassin, Dufus et Ben Holt, qui doit être une grosse cote, je pense. Ouais. Ça doit être costaud, ça. Joss, lui, sur Twitch, voit une victoire 2-0. Leïla, toujours sur Twitch, victoire 2-1. Joss vient mettre ses buteurs, Zorico et Stassin, pour lui sur la victoire. Et pour le moment, il n'y a pas d'autres pronos qui Eh sont ben allez, arrivés. moi je vais partir sur un petit 1-0 parce que
On va continuer notre stabilité défensive, mais je ne vois pas mettre une profusion de buts malgré tout. Donc allez, pourquoi pas un petit Cardona sauveur comme lors de la dernière montée en Ligue 1 qui soit un petit peu décisif sur la fin de saison, avec un petit but comme celui qu'il avait mis contre Bordeaux, là, un petit lob magnifique, ce serait cool. Et bien sur ce, merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis dans le chat sur YouTube et sur Twitch. Merci à vous qui nous avez écoutés en podcast. N'hésitez pas à vous abonner au réseau de Peuple Vert, que ce soit sur les réseaux sociaux et même sur YouTube. Il y a beaucoup de contenu avec la chronique de Joss, le Synthé Night Club, Jeux Synthé Match, donc votre nouveau rendez-vous d'après-match, le débrief à chaud. Et puis bien sûr l'avant-match qui arrive toujours 2-3 jours avant la rencontre et qui est toujours un bon moment à passer. Donc on vous abreuve de contenu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas en rater. Bisous tout le monde, allez les verts et à samedi. Ciao.